Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que pour Fontenelle, dans les entretiens sur la pluralité des mondes, le goût de la science est aussi celui de définir plusieurs degrés de vérité. Alors dans les épisodes précédents, on a exploré comment Fontenelle parle de science, avec quelle métaphore, quel style, quel plaisir aussi. Aujourd'hui, on va s'interroger sur quelque chose de plus fondamental, de plus scientifique. On va aller davantage dans le fond des idées de Fontenelle en se posant cette question: qu'est-ce que Fontenelle pense de la vérité elle-même ? Qu'est-ce que savoir ? Qu'est-ce que croire ? Et jusqu'où peut-on aller dans la spéculation, dans l'imagination, sans trahir la rigueur scientifique ? On va voir que Fontenelle établit une sorte de hiérarchie des certitudes, des vérités, qui vont de ce qui est démontré jusqu'à ce qui est rêvé. Et on peut dire que sur cette question scientifique fondamentale, de savoir comment on établit les vérités, comment on peut prouver quelque chose de scientifique, la réponse de Fontenelle est vraiment très originale et on pourrait dire étonnamment moderne. Parce que en lisant rapidement les entretiens, on pourrait croire que Fontenelle parle de science avec légèreté, avec badinage et finalement avec pas beaucoup de soucis de rigueur. Eh bien, si on pensait ça serait une erreur. Parce que dès le début, eh bien, il est question de choses très savantes et dans le 6e soir, un peu plus tard, il pose une question de manière frontale, épistémologique comme on dit, c'est-à-dire sur la nature de la science, sur la nature de la preuve et de la certitude, et qui est d'une précision vraiment remarquable. Alors, dans cet extrait-là, vous pouvez le retrouver sur ce qui est publié sur le site aufonddelaclasse.com dans la rubrique Fontenelle. Il commence par une provocation. Une provocation qui est adressée à la marquise, évidemment. Vous seriez bien étonné si je vous disais que le terme de vraisemblable est assez modeste. La marquise, à ce moment-là, pense que dire que les planètes sont habitées est vraisemblable. Et c'est-à-dire probable, possible, mais incertain quand même. Et Fontenelle lui répond que c'est plus que ça, que c'est plus sérieux, plus vrai que ça. Et pour le montrer, il pose une question qui semble à première vue absurde. Est-il simplement vraisemblable qu'Alexandre ait été ? Autrement dit, il demande à la marquise, est-ce qu'il est vraisemblable, en reprenant le même terme qu'elle, que Alexandre le Grand ait vraiment existé. Alexandre le Grand, ce grand conquérant, roi de Macédoine, qui a conquis la Grèce continentale, et puis qui est allé jusqu'au Gange, qui a conquis l'Égypte, etc. Est-ce qu'il a vraiment existé ? C'est pas simplement vraisemblable, non, on en est certain. Et la question se pose quand même, sur quoi repose cette certitude ? On n'a jamais vu Alexandre, surtout pas quand on vit au XVIIe siècle, puisque Alexandre vivait au IVe, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, pas plus nous d'ailleurs au XXIe siècle, on a vu Alexandre. Pourtant, on croit qu'il a vraiment existé et même on pense le savoir avec certitude. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune démonstration mathématique de son existence. On a seulement des preuves convergentes, des témoignages, des récits, des monuments, parfois des traces, des preuves qu'on peut souhaiter en pareille matière, comme dit le philosophe dans cet extrait-là. Alors, Fontenelle, en disant ça, introduit une distinction qui est fondamentale. Il y a plusieurs types de certitudes, selon la nature des objets dont on parle. Et la démonstration mathématique, par exemple, n'est pas le seul modèle de la vérité. Et on pourrait même dire que Fontenelle introduit ici l'idée, de manière claire, il l'a déjà fait avant en réalité, mais là il le fait d'une façon qui est plus directe, selon laquelle quand on est un savant, quand on est un scientifique, un physicien, un astronome, mais après tout quand on fait de la science dans n'importe quel domaine, on doit s'interroger sur la nature de la vérité qu'on peut concevoir ou exprimer. Et on peut penser donc que Fontenelle établit une véritable hiérarchie des certitudes, qui construit implicitement une hiérarchie à plusieurs niveaux. Et au sommet, il y a la démonstration mathématique. Ça, c'est la certitude absolue, nécessaire, universelle. Le théorème de Pythagore, par exemple, est vrai partout, pour tout le monde, pour toujours. Mais ce modèle est à peu près inapplicable, en réalité, à la plupart des questions réelles. Celles qui sont tangibles, celles qui se posent à un savant ou n'importe quel observateur ou observatrice du monde. Alors juste en dessous de la démonstration mathématique, il y a la certitude historique. On ne peut pas démontrer qu'Alexandre le Grand a existé comme on démontre un théorème, mais toutes les preuves convergent. Donc aucun doute ne se présente, c'est une certitude qui est fondée sur la convergence des indices, mais pas sur une nécessité logique.
un peu en dessous de cette certitude historique, il y a la vraisemblance forte. C'est là que Fontenelle place l'habitabilité des planètes. Toutes les preuves, selon lui, sont disponibles et pointent dans le même sens. C'est-à-dire que les planètes se ressemblent, elles ressemblent à la Terre, et la fécondité de la nature, la distribution des lunes, des satellites, comme on dirait aujourd'hui, selon les besoins des habitants éloignés du Soleil, tous ces éléments-là convergent pour construire une vraisemblance forte. Et puis surtout, Fontenelle retourne la charge de la preuve en disant « tout est de ce côté-là et rien du tout de l'autre ». C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de prouver que les planètes sont habitées avec tous ces éléments-là, mais plutôt à ses adversaires de prouver qu'elles ne le sont pas. Et donc, comme les éléments convergent pour permettre d'exprimer une vraisemblance forte de l'habitabilité des planètes, eh bien, c'est aux autres de prouver qu'elles ne le sont pas. L'hypothèse qui doit rester, bonne, celle qui doit rester valide jusqu'à preuve du contraire, c'est que les planètes sont habitable. En dessous de cette vraisemblance forte, il y a l'hypothèse raisonnable, c'est-à-dire ce que Fontenelle appelle plusieurs fois dans le texte le pourquoi non. C'est-à-dire que par analogie, par induction, par extrapolation, on ne peut pas prouver, mais comme on dit, on conjecture, on suppose raisonnablement. Et puis, on pourrait dire qu'il y a la spéculation imaginative, c'est-à-dire ce qui consiste à transposer du connu à l'inconnu. Comment sont faits les habitants des autres planètes ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on peut imaginer en s'appuyant sur ce qu'on observe ici, sur la Terre. On a le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire celui de la France, de Paris, de la région parisienne, pour Fontenelle et les autres, qui sont ses lecteurs et ses lectrices. Et puis, il y a les mondes qu'on a récemment découverts, en Amérique, plus récemment encore à la fin du XVIIe siècle, en Océanie, en Australie. Et là, on trouve des éléments qui sont très différents, des éléments vivants, des animaux qu'on ne connaissait pas quand on ne vivait que à Paris ou proche de Paris. Eh bien, on peut ainsi transposer par imagination, en quelque sorte, du connu vers l'inconnu, et imaginer donc ce que pourraient être les êtres vivants qui vivent dans les autres planètes. Et puis, tout en bas de cette hiérarchie des vérités et des certitudes, il y a aussi une chose qui est exprimée sous la forme d'une rêverie pure. Mettez-y encore des mondes, n'y en mettez pas, ça dépend de vous, dit le philosophe, en présentant une liberté totale de l'imagination qui serait en quelque sorte l'empire des philosophes, le pouvoir des savants. Et ce qui est remarquable en tout cas, c'est que Fontenelle considère que tous ces niveaux de vérité sont légitimes, à condition évidemment de savoir à quel niveau on se trouve. C'est-à-dire que la rigueur, elle ne consiste pas à s'en tenir à la démonstration mathématique pure, et uniquement à elle. Elle consiste à ne pas confondre les niveaux dans lesquels on est. Et le dialogue avec la marquise sur tous ces sujets-là est philosophiquement assez riche, parce que dans un passage du 3e soir, par exemple, après avoir semé le doute sur l'habitabilité de la Lune, le personnage du philosophe propose une position de prudence, de sagesse, en disant « Nous ne nous déterminerons ni pour eux, ni contre eux ». Et c'est la position sceptique, comme on dit classique, c'est-à-dire la suspension du jugement. Comme on n'est pas trop sûr si il y a des habitants sur la Lune ou non, eh bien, on reste sceptique, on ne tranche pas. C'est face à l'incertitude, la décision du sceptique, la suspension du jugement. Et la marquise, elle, refuse catégoriquement de prendre position de cette façon-là, en disant au philosophe « Je vous avoue ma faiblesse, je ne suis point capable d'une si parfaite indétermination. J'ai besoin de croire. » Et elle ajoute un peu après, avec une franchise qui est assez extraordinaire, « Conservons-les plutôt, s'il se peut. J'ai pris pour eux une inclination que j'aurais de la peine à perdre. » Et ce passage-là, sur le plan psychologique, il est très remarquable, très intéressant, parce que la marquise révèle que le besoin de croire est pour elle une donnée fondamentale. Elle ne peut pas supporter l'indétermination. Dans ce cas-là, il faut peupler l'univers, il faut l'habiter, ne serait-ce que de manière imaginaire, il faut y projeter de la vie et du sens. Et elle n'accepte pas, parce qu'elle dit ne pas pouvoir le supporter, la posture sceptique qui dit on ne sait pas ce qu'il y a au-delà. Et c'est pas une faiblesse d'ailleurs que le philosophe ou derrière lui Fontenelle condamne,
c'est plutôt une dimension constitutive du désir de savoir. En fait, la libido sciendi, comme pour reprendre la formule de saint Augustin, c'est-à-dire le désir de savoir, n'est pas seulement un désir de vérité, c'est un désir de sens, c'est-à-dire c'est un désir d'habiter le monde, de se dire qu'on n'est pas seul dans l'univers, et un désir de lui donner une signification, de le comprendre, et de ne pas rester dans l'incertitude, une incertitude qui, un peu à la manière de ce qu'on a dit de Blaise Pascal, eh bien, fait peur, effraie. Et la marquise, de fait, en disant ça, elle n'est pas stupide du tout. Elle propose une position en disant, avec un argument psychologique, mais un argument psychologique qui est très fort, moi je ne peux pas supporter cette incertitude. Voilà. Au 5e soir, alors, après avoir conduit la marquise jusqu'aux confins de l'univers, puisqu'on a vu les planètes, etc., eh bien le philosophe prononce une phrase qui résume un peu tout son rapport avec la vérité, ou plus exactement, les vérités, on pourrait le dire comme ça. Mettez-y encore des mondes, n'y mettez pas, cela dépend de vous. C'est proprement l'empire des philosophes que ces grands pays invisibles qui peuvent être ou n'être pas, si on veut, ou être tels qu'on veut. C'est une déclaration de liberté philosophique assez radicale. C'est-à-dire que l'univers des possibles, de ce qui est possible, tout ce qui peut être imaginé, sans être évidemment contredit par l'observation, appartient à la science, à la philosophie, pour reprendre le terme qui est employé par le personnage. C'est son territoire propre, c'est son empire, c'est là où il fait ce qu'il veut. C'est en quelque sorte selon son bon plaisir, et un bon plaisir qui est revendiqué par le philosophe, qui instaure une espèce de monarchie imaginaire de la raison, c'est-à-dire que l'esprit jouit sans péril d'une maîtrise absolue sur ses objets. C'est lui qui décide, précisément parce que ces objets sont des possibles et non pas des certitudes. On risque pas d'être démenti par la réalité, là où la réalité peut pas encore parler. Et donc, dans le domaine que la science n'a pas encore réglé complètement, eh bien, c'est avec ces différents degrés de certitude que je vous ai exposé un petit peu avant, la vraisemblance forte et les autres, eh bien qu'on peut les posséder quand même, et les posséder en sachant à quel niveau on se trouve, c'est-à-dire que l'expérience, le temps fera que la science va avancer. En tout cas, le goût de la science, ici pour reprendre l'expression du parcours du programme, c'est un voyage intellectuel dans l'univers des possibles, et un voyage qui est finalement le plus libre et le plus jouissif, celui qui donne le plus de plaisir parmi tous les voyages qu'on peut imaginer. Et on peut évoquer, à ce titre-là, la fable des abeilles. Parce que la fable des abeilles, voilà bien un exemple où on transpose du connu à l'inconnu. C'est une stratégie assez précise de la part de Fontenelle à ce moment-là, c'est au second soir. Il raconte à la marquise ce qu'il appelle l'histoire naturelle des abeilles, c'est-à-dire en gros ce que la science sait aujourd'hui du comportement des abeilles, de leur fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'histoire naturelle. C'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui les SVT. Alors leur reine, la reine des abeilles, est très féconde, les mâles sont massacrés après leur unique fonction qui est celle de participer à la reproduction. L'organisation sociale de la ruche est quelque chose d'extraordinaire et le philosophe dit ceci. En transportant seulement sur d'autres planètes des choses qui se passent sur la nôtre, nous imaginerions des bizarreries qui paraîtraient extravagantes et seraient cependant fort réelles. Transportant des choses qui se passent sur notre planète vers d'autres planètes, il parle de la manière dont les abeilles fonctionnent. Et c'est bien le principe de la spéculation par l'imagination. Le fait d'imaginer, de poser des hypothèses par l'imagination à partir de ce qu'on observe ici, c'est-à-dire la diversité infinie des formes de vie sur la Terre. Parce qu'évidemment, les humains, par exemple, ils vivent pas comme les abeilles. Et ce qu'on sait des abeilles paraît extraordinaire, paraît fou. Eh bien, si on se transpose aux autres planètes qu'on connaît encore moins bien que la Terre, eh bien, forcément, il y a quelque chose qui nous paraîtrait totalement extravagant. Et pour imaginer ce qu'on ne voit pas, eh bien, il faut partir de ce qu'on connaît. Et ce qui semble extravagant, pour prendre un terme vraiment très marqué du XVIIe siècle, n'est pas nécessairement faux, parce que les abeilles elles-mêmes, elles sembleraient extravagantes si on les découvrait sur une autre planète sans les connaître avant sur la Terre. On n'y croirait pas à cette histoire de reine qui est seule à féconder tant d'enfants abeilles et ces massacres de mâles en masse
on ne croirait pas ces choses-là. Donc la frontière entre le réel et l'imaginaire est de cette façon-là un peu brouillée, mais de manière qui est extrêmement productive, puisque l'imagination disciplinée par l'observation rigoureuse de la réalité, elle peut atteindre des vérités que la démonstration seule ne pourra jamais produire. Autrement dit, on a besoin dans la science de l'imagination. Et ça, si on demandait à des savants d'aujourd'hui, des mathématiciens, des physiciens, des astronomes, eh bien, je pense qu'ils diraient exactement la même chose et donneraient raison à Fontenelle. Alors comme je le disais à l'instant, ça ne veut pas dire que l'imagination sert à faire n'importe quoi, parce que cette liberté de l'imagination a ses limites. Et Fontenelle les fixe lui-même de manière extrêmement claire au 6e soir, dans une des images qui est peut-être les plus mémorables du livre. Les vrais philosophes sont comme les éléphants, qui, en marchant, ne posent jamais le second pied à terre, que le premier n'y soit bien affermi. L'image, elle est vraiment parfaite, parce que l'éléphant avance, il ne reste pas immobile, mais il avance avec méthode. Chaque pas est assuré avant que le suivant soit tenté. C'est un peu comme au judo, pour éviter d'être déséquilibré par son adversaire, eh bien, on fait attention d'avoir toujours un pied, au moins, et plutôt 2 au sol. La prudence, elle n'empêche pas de pouvoir bouger et de pouvoir être actif. Mais c'est la réponse de Fontenelle à ceux qui lui reprocheraient d'aller trop loin dans la spéculation, dans l'imagination. On peut aller loin, on peut aller très loin jusqu'à la pure rêverie, mais en posant chaque pied avec soin, c'est-à-dire en sachant à quel niveau de la hiérarchie des certitudes on se trouve, et en ne confondant pas la vraisemblance forte avec la certitude mathématique, ni la rêverie avec la démonstration. Et de cette façon-là, eh bien, l'éléphant montre parfaitement, voilà encore une métaphore d'ailleurs qui est très parlante ici, la manière dont le savant doit avancer, c'est-à-dire en posant une vérité de manière sûre, avant de pouvoir avancer davantage. Mais ça n'empêche pas de faire avancer les hypothèses à travers l'imagination. Donc ce qui est remarquable en fait dans cette hiérarchie des certitudes, c'est qu'elle est aussi une hiérarchie des plaisirs, puisque plus on monte vers la démonstration, plus la certitude est grande, mais plus le plaisir est froid et solitaire. Et plus on descend vers la rêverie, plus la liberté est grande et plus le plaisir est vif et partagé et vivant. Et Fontenelle ne choisit pas vraiment entre les deux. Il dit qu'ils sont tous les deux légitimes et qu'un esprit cultivé doit savoir circuler entre les deux, avec la méthode de l'éléphant et la joie du voyageur. Il me suffit d'avoir mené votre esprit aussi loin que vont vos yeux, dit le philosophe à la marquise, et c'est peut-être une belle définition de l'enseignement que Fontenelle a laissé, non pas transmettre des certitudes, mais élargir le champ du regard. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur la hiérarchie des vérités dans les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao! You lay there on the kitchen floor. It seems like